tout un programme aujourd'hui pour Donald Trump reçoit à la fois Vladimir Zelensky, c'est fait, là, c'était à 9h30 ce matin, et Benjamin Netanyahou. C'est comme une journée guerre. Là, je sais pas, le thème de la journée, c'est guerre. C'est qu'est-ce qu'on fait dans ces deux conflits-là, dans lesquels on est impliqué de près ou de loin. Louis Hamon est avec nous, ex-stratège libéral, ex-délégué du Québec à Washington. Bonjour. Ou guerre et paix. Bonjour. Ouais, exactement, notre journée guerre. Ce qui est quand même assez ironique, Rémi et Karima, quand on regarde et on se souvient que Donald Trump avait fait campagne en répétant des millions de fois que lui allait écarter les États-Unis de ces conflits armés lointains, qu'il allait se concentrer sur les choses domestiques, que les États-Unis n'avaient pas d'affaires à être le gendarme du monde entier. Là, on voit que son administration est complètement monopolisée par deux conflits qui sont, à mon avis, en tout cas, à des points pas mal tournants l'autre. Donc, journée chargée diplomatiquement. Zelensky, vous l'avez mentionné, c'est fait. Attends, juste un petit mot, parce qu'on se le disait avant qu'on entre en onde. Pour moi, là, c'était la rencontre la plus facile des deux. Il n'aurait pas dû commencer avec le difficile. Ben, peut-être que, écoute, des fois, c'est des trucs, là, des trucs d'agenda. Là, peut-être que Netanyahou avait d'autres rencontres. Sait-on jamais. Chose certaine, en tout cas, les deux hommes, puis on se demande aussi, la question qu'on se pose, c'est comment ça que ces deux hommes-là sont à Washington en même temps pour des rencontres avec le président. C'est quand même des gros morceaux. Il faut savoir que la raison pour laquelle M. Netanyahou et M. Zelensky sont à Washington, il faut se souvenir, il y a une dizaine de jours, le fameux sénateur républicain de la Caroline du Sud, Lindsey Graham, très, très influent sur toute la politique étrangère des États-Unis, était très proche de M. Zelensky, très proche de Benjamin Netanyahou également. Ben, c'est ses obsèques aujourd'hui à Washington. Alors, c'est la raison pourquoi et Zelensky et Benjamin Netanyahou sont là. Alors, journée importante, on l'a dit, l'administration est empêtrée dans deux conflits. Ces deux conflits-là sont à des points cruciaux, je l'ai dit. Puis c'est paradoxal, comme je l'expliquais, là, parce que, on le sait, Donald Trump avait dit tout le contraire de ce qu'il est en train de faire. Ce qui n'est pas nécessairement nouveau, mais bon. Mais alors, le monde a changé aussi. Parce que ça souvent, on le fait entrer en contradiction avec ça. C'est vrai qu'il avait dit « je ne serai pas interventionniste, c'est l'America First », mais rien n'empêche le monde de changer aussi. Non, c'est clair. Je pensais donner une excuse, mais ça, c'est une partie de l'explication. Puis aussi, peut-être mentionner, moi, j'ai l'impression, Louis, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, et quand même, je ne mettrais pas nécessairement les deux conflits de la même façon. Là. Je ne le poserais pas de la même façon. C'est-à-dire que ce qui se passe en Iran, là, tu as vraiment le fruit d'une intervention directe, choisie, délibérée, alors qu'on rappelle quand même ce qui se passe en Ukraine. C'est quand même l'invasion de la Russie en Ukraine, et c'est ensuite le positionnement des États-Unis. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le désengagement aussi des États-Unis en Europe. Donc, je vois quand même ces deux éléments-là de façon différente. Là. C'est clair, non, c'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, si on y va une chose à la fois, peut-être on va commencer avec M. Netanyahou. Donc, 8e rencontre avec M. Trump depuis sa réélection, la réélection de M. Trump, bien sûr. Premier tête-à-tête depuis le conflit, depuis le déclenchement du conflit en Iran. Donc, fin février, début mars. Maintenant, c'est toujours avantageux pour Bibi Netanyahou de se coller à Donald Trump. Électoralement, pour lui, c'est payant. Et on sait qu'il y a un échéancier électoral en Israël. Il y a des élections à la fin octobre. Alors, ça explique un peu la raison pour laquelle Bibi Netanyahou tenait, entre autres, à cette rencontre. À l'ordre du jour, on peut le deviner, le conflit en Iran d'une part, la situation au sud Liban aussi, et peut-être, si vous voulez, là, en parallèle, ou du moins là, en marge des discussions, il va être question de l'Arabie saoudite. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais les États-Unis ont conclu un accord de coopération nucléaire avec l'Arabie la semaine dernière. Et 24 heures après que le deal a été signé, M. Trump a appelé le prince héritier en Arabie saoudite pour lui dire, écoute, pour aller de l'avant avec le deal, en passant, il va falloir que tu signes les accords d'Abraham, là, ces fameux accords qui est en train de normaliser les relations entre Israël et plusieurs des pays arabes. Les Émirats arabes unis ont déjà signé, Bahreïn a déjà signé, le Maroc également. Donc, la version 2.0, en fait, des accords d'Abraham. Exact, oui. Alors, donc, tout ça pour dire que le seul problème qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la suite en Iran, Netanyahou et Trump. C'est-à-dire que Trump, lui, se cherche une sortie de crise, OK? Lui, là, il veut à tout prix en finir avec ce conflit-là, notamment avant les élections de mi-mandat. Puis pour Bibi Netanyahou, lui, il veut la continuation, il veut la poursuite des hostilités avec l'Iran. Parce que leurs objectifs, ce qu'il faut comprendre, c'est que leurs objectifs divergent. Oui, c'est pas les mêmes.
Donald Trump, lui, là, il veut régler la question du détroit d'Ormuz en priorité. Et pour Bibi Netanyahou, lui, il veut protéger Israël, ce qui veut dire qu'il ne veut pas que les Iraniens mettent la main sur un dispositif nucléaire. Et dans sa géographie mentale à lui, ça passe par la case de se débarrasser du régime des mollahs à Téhéran d'abord et avant tout. Donc, les objectifs divergent, la situation est compliquée. Et les relations entre les deux hommes sont compliquées aussi. On l'a vu là en montagne russe. Je veux dire, Donald Trump a traité Bibi Netanyahou de tous les noms. Mais hier, avant de s'envoler vers le Michigan, avant de prendre place sur Air Force One, il a été questionné à l'effet, vous rencontrez M. Netanyahou demain? Il a dit oui, un premier ministre extraordinaire. Alors, à surveiller, il faut voir, moi, je ne m'attends pas à d'énormes développements, si vous voulez, à la conclusion de cette rencontre-là, mais ça reste que c'est une rencontre hyper importante. Oui, complètement. Mais aussi, j'allais dire, la relation entre les deux hommes, ça s'est extrêmement complexifié. C'est quand c'était pour énoncer cet accord de cessez-le-feu. Parce que là, le fait qu'Israël voulait continuer, justement, les bombardements, continuer la guerre, et ça pouvait faire capoter cet accord de cessez-le-feu, alors que tu mentionnes effectivement que Donald Trump se disait, là, c'est peut-être ma porte de sortie pour dire, oui, on a une entente cadre. Exactement. Mais quand tu as deux agendas, deux façons de voir les choses, un côté existentiel pour Israël et de l'autre, Trump qui est très préoccupé, surtout maintenant, par le détroit d'Ormuz, chose qui n'existait pas avant comme enjeu. Ouais. Là, tu te retrouves avec deux agendas différents. Tu connais l'expression, quand on essaie de dessiner un cheval en comité, on finit avec un chameau sur la feuille blanche. Là. C'est difficile de faire ces choses-là à deux. Puis peut-être aussi, il y avait cette idée que Netanyahou avait comme... En tout cas, ça circule beaucoup, qu'il aurait convaincu Donald Trump qu'on va venir à bout, ça va être facile, ça va être pratiquement un Venezuela, nouvelle version en Iran. Donald Trump, c'est un gars un peu un gambler, il aime ça, puis il se dit oui, OK, c'est bon, on y va, on va réussir, on décapite, comme on dit, on va neutraliser les hauts dirigeants, le guide suprême, on va faire des bombardements. Finalement, il n'a pas eu les résultats. Moi, je pense qu'il avait fait le pari en disant, en tout cas, on va mettre l'artillerie lourde, on va... C'était pas dit comme ça, mais oui, décapiter le régime islamiste des mollahs, ça s'est pas passé comme ça. Puis là, il se retrouve dans ce bourbier. Puis il y a une certaine amertume également au Congrès américain, notamment, qui traditionnellement est derrière Israël, sans aucune question aucune. Là, il commence à y avoir une certaine amertume. Il se dit, écoutez, là, vous nous avez entraînés dans un conflit, on est pognés là-dedans, il y a les élections mi-mandat qui arrivent, c'est un peu indisposant, tout ça. Alors, à surveiller, monsieur, je pense que M. Netanyahou va certainement rencontrer, évidemment, des gens au Congrès aujourd'hui, si ce n'est qu'en marge des obsèques du sénateur Graham. Mais bon, alors à surveiller, réunion importante, déplacement important, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est quoi excuse-moi Louis, mais c'est quoi le pouvoir de négociation qu'a Netanyahou? Il n'y en a pas beaucoup, mais ce que Netanyahou peut faire, moi je dis tout le temps, c'est pas nécessairement les gens qui peuvent t'aider ou ne pas t'aider, c'est les gens qui peuvent te nuire à quelque part, sur lesquels tu dois vraiment porter attention, dans la mesure où lui, il peut jouer les troubles-fêtes. Lui, à un moment donné, il peut décider que, l'armée israélienne décide de bombarder un site XYZ en Iran parce qu'il soupçonne que peut-être il y a quelque chose qui s'en vient contre Israël, et puis là, il dit, écoutez, là, nous, on se défend, c'est tout. Et ça peut faire complètement capoter, complètement dérailler parce que là, Trump, évidemment, depuis quelques jours, essaie de donner de l'oxygène à la diplomatie. Donc, évidemment, ça peut venir faire capoter tout ce processus-là. Parce que Trump serait obligé d'embarquer là-dedans parce qu'il y aurait le détroit d'Ormuz, il y aurait l'accès qui serait encore plus... Puis les Iraniens, eux, ne distinguent pas entre les États-Unis et Israël dans la mesure où, quand ils sont attaqués, eux, ils vont s'en prendre ensuite au Qatar, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, vont jouer les troubles-fêtes dans le détroit d'Ormuz. Donc, encore une fois, c'est un équilibre excessivement délicat et il faut procéder vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence dans tout ça. Puis ça, est-ce que ça a un impact sur sa popularité à Donald Trump, là, toutes ces histoires? Parce que tu mentionnes, il avait dit qu'il allait régler ça en 24 heures. Il avait dit que c'était America First, les Américains d'abord. Puis finalement, il se retrouve à être à l'étranger, puis il est un peu pris dans ces conflits-là. Lui, là, je pense que... son objectif ultime, c'est de se dire, OK, les mi-mandats arrivent au mois de novembre, moi, j'ai besoin d'une victoire, quelque part. Que ce soit régler la question au Proche-Orient avec l'Iran, puis régler le problème du détroit d'Ormuz, soit ça, ou soit
que je vais pouvoir dire finalement que c'est moi qui ai réglé le problème en Ukraine, ou du moins c'est en raison de mes interventions, parce que là, on a vu un désengagement américain vis-à-vis de l'Ukraine. Alors lui a besoin d'une victoire, là, quelque part, parce que justement, il avait promis qu'il n'allait pas se gambader un peu partout à travers la planète. Là, il est pogné à 2 endroits, donc avant les midterms, il doit absolument sortir un lapin du chapeau. Là. Il doit absolument avoir une victoire quelque part. Mais c'est là qu'on réalise que Israël, par exemple, sachant qu'il va y avoir des midterms et dans quelques mois, une élection présidentielle, plus d'1 an, ben, ils se disent, avec les démocrates, on n'est pas sûr d'avoir un appui. Fait qu'on est quand même peut-être mieux d'avoir Trump ou d'avoir, ça ne sera pas Trump à nouveau, mais mettons J.D. Vance. Alors, on est peut-être mieux de baisser la tension pour que lui puisse se retourner vers la population américaine et dire, regardez, on a réussi à avoir une petite victoire. Il n'y a pas ça aussi? Il y a ça, mais il y a plein de trucs qui se télescopent là-dedans. Il y a l'échéancier électoral en Israël. On sait que M. Netanyahou a été inculpé au criminel et lui jouit actuellement d'une immunité du fait qu'il est premier ministre. Si jamais il perd ses élections, lui, il fait face à la justice. Alors, il faut absolument qu'il gagne ses élections. Donc, il y a tout également l'équilibre, si vous voulez, côté politique israélien. Donc, c'est très, très compliqué tout ça. Puis peut-être un dernier mot avec Zelensky. Est-ce qu'il a davantage de cartes en main aujourd'hui? Ben moi, je pense que les hommes commandent, les 2 hommes, et Trump et Zelensky, on se souvient tous de cette rencontre à la Maison-Blanche. D'où les cartes en main. Exactement. Moi, je pense que la relation s'est réchauffée. Les 2 hommes apprennent à se connaître davantage et ils se comprennent mieux. Maintenant, est-ce que c'est parce que l'Ukraine est en train de sembler, en tout cas, prendre la main, prendre le dessus dans ce conflit-là, et on sait que Donald Trump n'aime pas les perdants, il aime ça d'être du côté des gagnants, ou est-ce que c'est peut-être aussi parce que Washington est soulagé, enfin, que les Européens ont pris justement la responsabilité d'appuyer militairement l'Ukraine? C'est peut-être ça aussi. Une chose reste certaine, c'est que Zelensky, malgré tout ça, a toujours besoin de Donald Trump, si ce n'est que pour se procurer des systèmes antimissiles que seulement les Américains peuvent leur fournir. Alors, c'est certain qu'il doit jouer, mais il n'y a aucun doute, Karima, il n'y a aucun doute que les 2 hommes s'entendent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Merci, Louis Herman. On se retrouve demain. Pas de quoi. Merci.